Alors, Elisabeth Borne, je n'invente rien, hein. C'est une interview qui est lunaire. Je vous préviens, je l'ai écoutée, elle est lunaire. On ne comprend rien, mais ça c'est la base quand Madame Borne parle. Donc je vous propose d'écouter ce qu'elle dit sur l'intelligence artificielle pour les professeurs. Pour les professeurs. J'adore. C'est aussi un outil qui peut être assez formidable, l'intelligence artificielle. Donc on va proposer aux professeurs une intelligence artificielle pour les accompagner dans leur métier et notamment qui peut à la fois leur permettre de préparer les cours. Évidemment, à la fin, c'est le professeur qui doit finaliser son cours, mais lui débroussailler le travail, si je peux dire, et puis aussi permettre, et il y a des outils qui vont dans ce sens, permettre de mieux comprendre ce qu'un élève a compris et ce qu'il n'a pas compris et ce que sont ses blocages. J'ai l'impression qu'elle découvre son texte et qu'elle essaie de le lire. Juste, c'est votre prénom. Juste, c'est votre prénom. Juste Leblanc. Non mais, je vous assure, c'est inouï. Et toute l'interview est comme ça. Hein. Oui, mais c'est inouï. J'ai précisément intitulé un chapitre de mon ouvrage « Se défier des modes ». Et il y a un sous-chapitre de cette partie qui porte sur la question de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est en plein dans ces propositions de façade, dans ces sujets périphériques qui sont ceux dont se saisissent des ministres de l'Éducation nationale qui défilent à un rythme toujours plus éclair, des ministres sans volonté, sans vision, sans légitimité. D'ailleurs, même Madame Borne avait dit qu'elle n'avait pas d'expertise particulière en arrivant au ministère. Ça se voit. Et qu'est-ce qu'ils font, ces ministres? Ils laissent l'école naviguer à vue au gré de propositions de façade sans jamais se saisir de l'essentiel. Et pendant ce temps-là, vous avez un État dans l'État qui les corsette, qui édulcore les réformes et qui prétend dicter le cap éducatif à la place du politique. Je pense que c'est une logique qui est très dangereuse pour la démocratie et qui est très néfaste pour l'école. Débroussailler le terrain pour des profs dont c'est le métier. Vu le niveau vous vous rendez compte Non mais l'intelligence artificielle, ça change quand même beaucoup de choses pour le métier d'enseignant aujourd'hui. Ils le disent tous. Olivier de Lagarde. À la fois en termes d'enseignement à proprement parler et puis dans le rapport aux élèves. Parce que le problème aujourd'hui quand vous êtes prof, c'est que vous ne pouvez plus demander à vos élèves de faire un devoir à la maison. Parce que vous avez 90% des élèves qui utilisent peu ou prou l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous pouvez noter? Comment est-ce que vous pouvez juger finalement quand vous êtes prof qu'une leçon est sue ou pas? C'est un vrai sujet. Hein. Éric Nolot. Une ministre de l'Éducation nationale qui, devant le désastre de l'institution dont elle a la charge, l'effondrement du niveau, parle de l'intelligence artificielle. Là, le niveau de déconnexion, il est... Mais c'est... il n'y a même pas de mots. Et vous avez un autre ancien ministre de l'Éducation nationale qui, dans le foutoir qui est devenu la France, Gabriel Attal, lui, l'urgence, il estime que c'est la légalisation de la GPA. Ces gens-là sont complètement... C'est d'autant plus risible... À des problèmes qui n'ont rien à voir avec... Alors, deuxième passage sur les points jury. Alors, les points jury, visiblement, quand tu passes le bac... on te donne parfois des points que tu n'as pas eu sur ta copie. Oui, si on les ricraque par rapport à obtenir une certaine note. Donc on rehausse les notes. Oui, c'est bien ça. Et les corrections académiques. Voilà. Alors c'est grâce à ça qu'on a plus 1200% de mentions très bien au bac en 25 ans, alors même que le niveau n'a jamais été aussi calamiteux. Absolument toutes les évaluations le montrent. Ce que dit Madame Borne sur les points jury, deuxième passage, juste, c'est votre prénom. Des points jury. Des points jury, c'est-à-dire vous avez moins de 8 sur 20. 8 sur 20, c'est la note qu'il faut avoir pour passer les épreuves de rattrapage. On vous donne des points et vous passez quand même l'épreuve de rattrapage. Ou vous avez 9 sur 10 et on vous donne des points et comme ça vous avez le bac. Je pense qu'il faut être plus prudent sur la façon dont on donne ces points pour ne pas semer le doute sur le niveau du bac. Donc à partir de la prochaine session, quand on a moins de 8 sur 20, on ne passera pas les épreuves de rattrapage. Donc il n'y aura plus ces points. Il y aura plus ces points. Et au total, les candidats ne pourront pas avoir plus d'un demi-point de moyenne avec ces fameux points jury. Non mais déjà les points jury, normalement, c'est quand on a 9,8 ou 9,9 et on va à 10. C'est pas on est à 9 et on va à 10. Enfin, là, et dernier passage, alors vous pouvez douter comme ça, hein, mais à aucun moment, je le répète, à aucun moment on dit voilà, un élève qui entre en primaire doit apprendre à lire et à compter. Mais c'est pas son sujet. Un élève doit comprendre la chronologie de l'histoire de France. Nous allons rétablir les fondamentaux. Voilà ce que j'attends
d'un ministre qui donne le cap qu'est-ce que et vous voulez qui rentre attendre, pas dans... Qu'est-ce que vous voulez attendre, Pascal, de quelqu'un qui est passé par le cabinet de Lionel Jospin, de Jack Lang à l'Éducation nationale? Elle n'a rien à proposer, Elisabeth Borne, si ce n'est colmater les brèches d'un système en déliquescence totale, si ce n'est traiter les conséquences pour ne pas agir sur les causes de fond. Vous avez raison, ce qu'il faut, c'est remettre de l'exigence intellectuelle à tous les niveaux. Et ça, c'est pas une question de comment on note le bac, c'est une question de rapport à la sélection, à l'évaluation plus large. Dernière chose, la réunion avec les parents, parce qu'on va, alors, on va demander aux parents de faire des chartes, etc. Ça sert à rien. Oui. Tout ça est de la pure com et de la mauvaise com. Madame Borne, écoutons-la. Que dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, il faut absolument qu'il y ait une réunion de rentrée avec les parents où on puisse aborder les objectifs qu'on doit porter ensemble. La lutte contre la violence, la lutte contre la circulation des armes blanches chez les jeunes, c'est quelque chose qu'on doit porter ensemble. La lutte contre la surexposition aux écrans, au contenu violent, c'est quelque chose qu'on doit porter ensemble. Donc je pense que c'est indispensable qu'on puisse travailler la main dans la main avec les parents, et c'est pour ça que j'ai souhaité et qu'on va mettre en place dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, une charte des relations école-parents qui fera l'objet d'échanges entre les équipes pédagogiques et les représentants des parents. Et c'est pas le boulot des profs. On peut faire aussi un numéro vert. Tout ça est grotesque. La famille éduque les enfants. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'elle est plus là dans 8 jours. Oui, mais c'est... Elle parle comme une chef d'entreprise. Vous remplacez le mot parent par client, actionnaire, ce que vous voulez. Elle est l'incarnation d'une technocratie managériale de centre-gauche. Et puis tous ces mots qu'on doit porter ensemble. Mais je n'en peux plus. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je n'en peux plus de ces gens. Je n'en peux plus. Mais les Français non plus. Mais vous gardez un très bon souvenir d'un autre ministre de l'Éducation nationale? Monsieur Blanquer, moi j'ai... Monsieur Blanquer, ouais. Il avait un certain niveau. La question qui se pose, c'est quel est vraiment le pouvoir du ministre de l'Éducation nationale? Mais qui s'exprime, Olivier, qu'il dise, voilà. C'est quoi qu'Elisabeth Borne soit techno, je vous l'accorde. C'est tout. Il y a pas de souci. C'est pas au niveau. Ensuite, moi, je pense que le problème, si vous voulez, c'est qu'ensuite, de toute façon, le prof, il est comme le capitaine dans un bateau, il fait ce qu'il veut. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais très surpris. C'était des Canadiens qui venaient vivre en France. Ils étaient très surpris du fonctionnement du collège et du lycée, en disant mais en fait, il y a pas les profs n'ont pas de bureau au collège. On peut pas les rencontrer. Ils se rencontrent pas entre eux-mêmes. Ils n'ont pas de réunion entre eux. Les profs de maths ne se rencontrent pas. Il y avait la salle des classes. Voilà, il y avait la salle des classes. Bah, tu vas pas mettre un bureau. Mais en fait, les profs ne travaillent pas les uns avec les autres. Il n'y a pas de monitorat en plus. Je pense que les profs. Et je pense que quand on est ministre de l'Éducation nationale, on n'a pas beaucoup de pouvoir en fait sur ce qui se passe dans la réalité. On fait en sorte de ne plus avoir de pouvoir. Olivier Lagarde, je pense que les profs, justement, c'est les derniers soldats de l'enseignement, parce que eux. Ils n'entendent pas. Ils sont au front. Il y a des bons et des mauvais ensuite. Mais eux, ils sont dans les classes. Ils sont souvent, très investis. S'ils font ce métier, c'est vraiment par vocation, par conviction. C'est pas pour le salaire de la fin du mois. Donc les profs, moi, je leur jetterai pas la pierre. Loin de là. Mais quand j'entends sur l'organisation. Quand j'entends, en fait, ce que t'attends d'un politique, c'est du souffle. C'est toujours la même chose, c'est un peu d'émotion, c'est un cap. Ah, là, on est mal. C'est de ne pas avoir cette parole-là, de dire, voilà, nous allons apprendre à compter et à lire et à écrire. Voilà. Un pouvoir, c'est un pouvoir de nuisance, on l'a bien vu. Voilà. Papendiaï. Il y a quand même qui vont en plus, qui aggravent la situation. Là, Madame Borne, on ne sait même pas ce qu'elle raconte, donc je ne peux même pas dire. Mais si elle sait ce qu'elle raconte, mais c'est une techno, elle n'est pas faite. On l'a dit 25 fois, elle n'est pas faite pour faire de la politique, Madame Borne. Elle est là pour exécuter pour mettre en place une politique. Pourquoi pas exécuter quelqu'un qui imaginera. 9 sur 10 et 9 sur 20, c'est même pas ce qu'elle raconte. Bon, c'est même pas ce qu'elle raconte. Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté. Ça fait 40 ans que j'entends ça. Ça fait vraiment 40 ans parce que Alain Decaux avait fait une tribune, je crois, dans le Figaro Magazine. On n'apprend plus l'histoire aux enfants. Etc. Donc ça fait 40 ans. On a reçu combien de fois La Fabrique des crétins, etc.
Comment ? Brigelli. Brigelli, etc. Donc il n'y a rien de neuf. Il y a beaucoup de choses nouvelles, je crois, dans ce livre. Vous avez raison de faire référence à des personnes comme Jean-Paul Brigelli, comme Jean-Claude Milner, qui ont écrit des ouvrages remarquables il y a très longtemps, bien avant moi, je le reconnais. Néanmoins, je crois qu'il y a énormément de dimensions nouvelles que j'aborde dans le livre, parce qu'il y a 40 ans, je ne pense pas que l'immigration, par exemple, impactait de cette manière la vie de notre système éducatif. Je ne pense pas que les questions de l'intelligence artificielle se posaient à l'école. Je ne pense pas qu'on avait atteint un tel niveau de violence et de délitement du niveau il y a 40 ans, pardonnez-moi Pascal, mais on n'était pas entre le Monténégro et le Kazakhstan en niveau moyen en mathématiques au primaire. Par ailleurs, si vous voulez, ça fait 40 ans en effet qu'on a des livres sur l'école, mais quel type d'ouvrage sur l'école on a ? Généralement, on a soit des catalogues de bonnes intentions de politique, ou alors on a des sortes de compilations d'anecdotes de terrain qui sont passionnantes. C'est très intéressant à lire, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage. Moi, j'ai vraiment voulu, comme vous nous y enjoignez souvent d'ailleurs dans vos émissions, ouvrir le capot et parler d'un mal dont on parle sur absolument tous les sujets. Ouvrir le capot, voilà. Ouvrir le capot. Je commence sur ça dans l'introduction. Vous noterez le petit clin d'œil à notre émission favorite. Un livre, ça s'appellera Ouvrir le capot. J'ai voulu ouvrir le capot. Mais vous voyez, ouvrir le capot, c'est une expression très simple. Oui. Très simple. Et parce qu'il faut partir de choses simples dans l'école. Et pourquoi le problème, c'est qu'on a perdu le discours sur les choses simples, sur les idéaux régulateurs, sur l'exigence intellectuelle qui doit guider notre école. Et ce qu'il y a de fondamentalement nouveau, par ailleurs, dans ce livre, je crois, c'est la manière dont je pose à la question de l'impuissance politique. On en parle à longueur de temps sur la question de l'impuissance en matière judiciaire, dans l'impuissance en matière migratoire, du rôle de Bercy en économie, mais on ne comprend pas que dans l'éducation nationale, le ministre, depuis des années, a démissionné, qu'il a été réduit à un rôle de figurant, de communicant, de contre-pouvoir. Moi, je veux que le ministre reprenne le pouvoir et ça implique une reprise en main de ce que je nomme l'État profond, avec, je donne énormément d'exemples qui sont nouveaux, qui n'existaient pas encore il y a 40 ans, sur le rôle des associations, ce qui se passe dans les INSPE où on forme nos professeurs, sur ces bureaucrates de centre-gauche qui défilent. Je parle de ce recteur, par exemple, qui a défilé contre l'islamophobie en 2019. Ça n'existait pas, je crois, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on n'avait pas une classe politique parfaite il y a 40 ans, mais on avait encore une élite, je crois. Aujourd'hui, on a une caste qui se prend pour une élite, qui en porte le nom, qui revendique le nom d'élite, qui revendique les privilèges, mais qui n'assume pas les responsabilités qui vont avec. Alors, je vais lire quelques passages qui sont intéressants. Les classes populaires qui n'ont que l'école pour accéder au savoir et élargir leur horizon sont les premières à payer le prix de la destruction de la transmission par l'égalitarisme niveleur. L'hétérogénéité des classes porte préjudice à la transmission en ce qu'elle fait perdre du temps de cours et pousse à aligner les exigences sur le niveau des plus faibles, tirant ainsi tout le monde vers le bas. Selon la GESCO, alors GESCO, la DGESCO, normalement le DGESCO, c'est à la cheville ouvrière du ministre, c'est le directeur d'administration qui définit la politique éducative. 80% des professeurs font ainsi part des difficultés suscitées par l'hétérogénéité des élèves. Donc vous, si je comprends bien, c'est comme en sport en fait. C'est la logique de sport. Vous mettez les meilleurs avec les meilleurs et les moins bons avec les moins bons. Et aujourd'hui, on aligne le niveau des meilleurs, le niveau d'exigence, on aligne les contenus sur ce que peuvent accueillir les plus faibles. Je pense que c'est une logique très pernicieuse qui justifie de remettre de la sélection à tout niveau, de passer du collège unique au collège modulaire, de revenir à un bac plus exigeant et surtout de resélectionner à l'université. Parce que là, l'échec massif en premier cycle à l'université, c'est 1,5 milliard d'euros par an. Mais on voit bien que la démagogie, parfois, c'est contre-intuitif de penser qu'il faut mettre les moins bons élèves avec les moins bons élèves, parce que c'est pas agréable pour eux, c'est ce qui se passait dans le temps. Mais la vérité, c'est quand vous avez un élève qui est en difficulté, on est tous des parents, il est mieux dans une classe avec des gens de son niveau, parce qu'il va pouvoir progresser, prendre confiance, que si vous le mettez dans une classe avec quelqu'un qui est 10 fois meilleur que lui. Ça peut le tirer vers le haut. Mais je vous assure, en termes de pas en sport. Ça ne marche pas. Dans le groupe mais oui, on marche pas. Mais bien sûr. Donc c'est ce qu'on faisait avant. On avait la meilleure école au monde. Vous l'avez dit dans votre introduction. Et c'est extrêmement juste. Et c'est ce qui se passait. C'est mieux de mettre des classes avec des niveaux où les uns et les autres ont le même niveau. On vous affiche clairement comme pas bon. Et voilà. On vous affiche clairement comme pas bon. Mais alors, on vous donne la vérité. Dans les quartiers où il y a beaucoup d'immigrés. Mais pardonnez-moi, on vous dit la vérité de ce que vous êtes. Oui, mais on peut, et vous prenez conscience immédiatement. Et vous placez les notes de la meilleure à la moins bonne, on le voit aussi.
Déjà, il n'y a plus de notes en primaire, il y en a plus en 6e, 5e. Est-ce que je peux rebondir sur un autre point qui me semble absolument central? C'est l'inégale répartition des conséquences de l'effondrement de notre école. Qui est-ce qui paye cet effondrement? C'est d'abord et avant tout les classes populaires. Moi, je parle rarement de moi-même, j'aime pas particulièrement ça, mais je viens d'un milieu modeste, je suis pas fils d'eux, j'ai pas grandi au milieu des livres. Et si j'ai pu à un moment avoir un semblant d'ascension sociale, c'est grâce au trésor de dévouement des professeurs, c'est grâce à une école où j'ai été scolarisé à Nantes. En quelle année? Qui marche à peu près bien. J'ai eu mon bac en 2014. Donc vous êtes entré en CP en quelle année? Je suis rentré en CP c'est loin, en 2001, 2002. Donc il y a de l'espoir quand même. Vous êtes de 1995? 96. 96. 96, ouais. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. J'ai écrit ce livre pour dire qu'il Quelle école? On va rendre hommage à quelle école à Nantes? La Perverie à Nantes. Vous connaissez bien, je crois. Attendez, j'ai eu mon bac à la Perverie. Je sais bien. Ils ont mis une plaque. Mais ça montre qu'il y a encore. Je blague. Ça montre qu'il y a encore des safe space éducatifs dans ce pays. Oui. Tout n'est pas foutu, il est très tard, mais il n'est pas trop tard. Et je pense que si demain on a un ministre valeureux qui se donne réellement les moyens de reprendre la main, qui a une vraie volonté politique, alors on pourra aller de l'avant pour notre école. Ouais. Ce qui a été possible ailleurs en Europe sera possible chez nous, je crois. Les mauvais choix d'hier peuvent être défaits demain, j'en suis profondément convaincu. Il n'y aurait rien de pire. Bon, les gestionnaires de Bercy. Les gestionnaires de Bercy, mois, le management et le manque de moyens, on ne forme plus des professeurs, mais on recrute des contractuels, dites-vous. En job dating de 30 minutes. Bon, les administrations en crise face au drame scolaire, un fait du prince qui a suscité un tollé légitime, celle-ci ayant ensuite laissé un mauvais souvenir à ce poste, que l'on songe à la gestion dramatique de l'affaire Samuel Paty ou encore au courrier de la honte. Je fais référence à la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, qui était une camarade de promotion d'Emmanuel Macron et qui, je crois, est l'archétype de cette start-up nation qui a pris au fil des années le pouvoir dans l'éducation nationale au détriment de la vocation intellectuelle de celle-ci et avec des résultats toujours plus mauvais, tant sur le plan éducatif que sur le moral des personnels. Vous n'avez pas d'enfant qui va rentrer en CP ces prochains temps? Non. Rien du tout. Lointain déjà. Monsieur Thomas Bonnet, ce n'est pas... mais je pensais à mon petit frère, puisqu'on parlait de... Voilà, mon petit frère, on a 12 ans d'écart. Déjà, en espace de 12 ans, j'ai vu la dégradation du collège. Il fait partie des bons élèves qui ont été malheureusement impactés par le faible niveau de ce collège, et les grandes écoles l'ont refusé pour ça. Donc et je ne vous parle pas de Parcoursup, qui est juste une honte absolue. 100 millions d'euros par an. Où les bons élèves ne sont pas avantagés, forcément. Ça met les parents dans une situation dramatique. Mais qui avait décidé Parcoursup, c'est Jean-Michel Blanquer. Oui, mais je crois que c'était surtout l'ancien c'est la réforme secrétaire général de l'Élysée qui trouvait ça formidable, Monsieur Collère. Alexis Collère, il trouvait ça formidable. Ouais, mon livre est très sévère sur Alexis Collère. Vous verrez, je parle de poujadisme budgétaire sur l'éducation nationale. Le problème de l'éducation nationale, c'est pas qu'elle a trop, qu'elle a pas assez de moyens, c'est qu'on met mal les moyens. On a une allocation des moyens qui est catastrophique dans le ministère. Et vous avez de plus en plus de Français, il faut le dire, qui ont le sentiment qu'on leur fait les poches fiscalement pour une école de toujours plus piètre qualité. On dit qu'on n'a pas assez de moyens pour le primaire, on dit qu'on n'a pas assez de moyens pour les profs, mais des moyens, je vous en trouve, moi. On met un demi-milliard par an pour le supérieur, on est capable de mettre 500 millions pour un logiciel RH qu'on abandonne, on a 20% de dépenses des enseignements qui va dans la bureaucratie, dans les personnels dits administratifs. Des sources d'économie, il y en a plein. À moyen constant, on peut faire beaucoup de choses. Le floc IMAD, ministre. Vous serez ministre de l'Éducation nationale. Mais les ministres vont mal, et je vais vous dire pourquoi les ministres vont mal. Éric Lombard, vous savez qui est Éric Lombard? C'est le ministre de l'économie française, pour quelques jours encore. Bon. Mais pour vous dire combien ces gens... le matin, sur France Inter, il explique que le FMI est aux portes de la France. Aux portes, c'est ce qu'il dit. Le soir, il dit l'exact contraire. Dans la même journée, il est ministre de l'économie. Donc tu te dis, mais qui sont ces gens? Il joue les gens, mais pourquoi l'après-midi il dit le contraire? C'est parce qu'il y a du certain. Alors il a vu que les bourses. Parce qu'on lui dit, oh là là, mais vous pouvez pas dire ça, monsieur le ministre. Les bourses, vous affolez les marchés. Les bourses, elles ont dégringolé toute la journée. Voilà. Moi, je suis pas un spécialiste. Paraît-il que jamais le FMI viendra en France. C'est ce que disait Jules Torres hier, qui était mieux renseigné que moi. Donc écoutez, monsieur Éric Lombard, hier matin sur France Inter, je n'invente rien. Écoutez ce qu'il dit. Amélie Montchalin disait, si nous ne faisons pas ces choix maintenant, ce seront nos créanciers ou le FMI, Fonds monétaire international, qui nous les imposeront. Elle exagérait. C'est
un risque qui est devant nous. Souvent, on me dit dans telle ou telle émission, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme l'Espagne ou le Portugal? Mais en Espagne ou au Portugal, c'est effectivement le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission. Donc il y a bien un risque que c'est un risque le FMI intervienne si d'aventure la situation financière se dégrade. C'est un risque que nous souhaitons éviter, que nous devons éviter, mais je ne veux pas vous dire que le risque n'existe pas. Alors, il dit que le risque n'existe pas à 10h, il dit le contraire à 15h. Donc moi je veux bien la parole publique d'un ministre. La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité. Le calme, c'est de constater que l'économie française est solide. Il s'adresse à lui-même là en fait. Que la signature de la France sur les marchés est reconnue et que nous finançons notre dette sans difficulté. Nous ne sommes aujourd'hui sous la menace d'aucune intervention. Emmanuel Macron n'a pas le monopole en même temps. Ni du FMI, ni de la BCE, ni d'aucune organisation internationale. Bon. C'est la dérive. Non mais Éric Lombard, c'est pas un politique. C'est pas un politique, Éric Lombard. C'est un haut fonctionnaire. Il a été. Non mais il a été C'est nommé. pas parce que t'es pas politique que t'es pas obligé de dire des Donc, bêtises. Quoi. il est moins madré, il dit des bêtises. Mais Parce que quand on est un ministre ne doit pas dire ça. Il dit des bêtises à quel moment? Il doit... du matin ou l'après-midi? Non, mais en fait, il ne faut pas le dire. C'est peut-être vrai, mais il ne faut pas le dire parce que quand on est ministre des Finances et qu'on balance une phrase comme celle-là, on affole les marchés. Olivier, c'est fait à dessein. C'est Thomas Bonnet. Il joue le chaos depuis le début. C'est moi ou le chaos. C'est moi le chaos, ils sont tous pareils. Sur le Covid, c'est pareil. C'est moi ou le chaos. Mais à force de dire moi ou le chaos, un jour, ça sera peut-être le chaos. Hélas. Parce que ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron en 2022. Moi ou le chaos. Le chaos est déjà là dans certains secteurs d'ailleurs. C'est ça. Mais Emmanuel Macron, c'est moi ou le chaos. Ça va être le chaos. Mais certains disent d'ailleurs qu'on ne pourra s'en sortir qu'à partir d'un chaos. Ne souhaitez pas de non, ne dites pas ça. Madame Borne, dont on a parlé tout à l'heure, avait dit les cartes vitales cesseront de fonctionner si vous faites tomber le gouvernement. Oui, c'est déjà le même niveau d'argumentaire. Et ça sera les 7 plaies d'Égypte. Les 7 ou les 10? Les 7. Ce qui est fascinant, c'est de constater que les mêmes qui ont pris le pouvoir en 2017 en reprochant aux populistes de jouer sur les peurs sont précisément ceux qui jouent sur les peurs aujourd'hui. Quand vous êtes incapable de gouverner, quand vous êtes incapable de dominer les événements, qu'est-ce qui reste? Il reste la politique de la peur, celle qu'on a eue pendant le Covid, celle qu'on a eue sur l'Ukraine, celle qu'on a aujourd'hui sur ce sujet. Parler du spectre, agiter le spectre du FMI, c'est pas la seule manière de faire comprendre aux Français qu'il y a un problème, parce que j'ai l'impression que les Français n'y croient pas en fait. Vous parlez de surendettement, c'est tellement abstrait, ce sont des sommes tellement astronomiques que les Français n'y croient pas. Mais la gauche n'y croit pas. J'ai entendu l'interview de M. Mélenchon, ce qui était lunaire hier, qui dit mais il n'y a pas de problème de dette, on fait une politique de la demande, et puis comme la dette est détenue par des étrangers, on leur dit qu'on ne va pas les rembourser. Alors ça agite les marchés, parce que si vous dites aux gens, vous pouvez toujours emprunter, mais on ne vous rendra jamais l'argent, non. Henri Guénaud disait des choses très intéressantes sur la dette hier. Oui. Le problème, c'est pour les Français, c'est pas la dette, c'est comment l'argent public est utilisé. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc l'argent public en France est utilisé n'importe comment. Ça, c'est vrai. Et notamment avec des aides sociales qu'il faut entièrement revoir, et notamment avec l'argent qui est dû à l'immigration. C'est ça le sujet. Mais quand on parle de dette, à ce moment-là, on ne parle pas de l'autre sujet. Le problème des Français, effectivement, c'est de leur dire comment votre argent est utilisé. Et il est utilisé n'importe comment. Il est utilisé n'importe comment, à travers des autorités administratives parfois indépendantes, etc., etc. Donc on ne va pas... et les aides sociales, moi je suis désolé, il y a des aides sociales qu'il faut couper. Oui. Voilà. Et on a proposé des choses, par exemple, quand on dit qu'il faut changer le logiciel, les jeunes gens, je vous l'ai dit, sur le chômage, avant 30 ans, tu pourrais imaginer plus de chômage. Je vous l'ai dit. Mais tu pourrais dire, par exemple, pour donner, pour équilibrer, plus d'impôts sur le revenu non plus pour les moins de 30 ans. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que les gens parlent. Les gens disent toujours la même chose, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord. Vous trouvez que ça n'a pas de sens? Je trouve que ça en a. En fait, pourquoi ça en a? Parce que c'est donner du sens et de l'énergie de dire avant 30 ans, vous bossez. Mais d'après vous, pourquoi les gens prennent des aides? Non, mais vous dites qu'il faut supprimer les aides, mais pourquoi ils ont ces aides? De quelles aides vous parlez? Là, vous parlez des aides sociales qu'il faudrait supprimer. Oui. Donc pourquoi des gens demandent les aides? Mais ils ne demandent pas d'aide. Parfois, on leur donne des aides. Alors pourquoi on leur donne des aides? Mais parce que la société française a multiplié ses aides. Parce qu'ils sont dans le besoin. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent et qui, au bout d'un an, arrêtent de travailler en disant « j'ai rechargé mes droits au chômage ». Si on a des aides, c'est qu'on en a besoin. Mais pardonnez-moi, nous connaissons tous, notamment dans la restauration, des jeunes gens qui travaillent 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui ont le droit au chômage, qui s'arrêtent et qui reprennent, qui font des allers-retours. Vous confondez le boulot qu'on fait pendant l'été et le boulot qu'on fait pendant 25 ans. Non, mais ça existe.
Il y a aussi, Pascal, un problème avec le fait qu'on est le pays en Europe où les jeunes commencent à travailler le plus tard, notamment parce qu'il y en a beaucoup qui étudient dans des voies de garage dans le supérieur et qui gagneraient peut-être à ne pas aller dans une filière généraliste à l'université, mais à se diriger vers l'enseignement technique. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le coût de 0,5 milliard par an de l'échec à l'université. Bon, il est 9h27, j'ai l'impression qu'on est très en retard. Marine Lançon, on est très en retard. Sarah s'est fait marabouter par François Ruffin. Mais il n'y a pas de... C'est pas marabouté, c'est simplement... Moi, j'ai été au contact du réel et je ne suis pas bloquée, cornérisée dans le 7e arrondissement. Je suis sortie, j'ai vu... Bravo, ça. Et j'ai changé ma position. Ce que vous devriez peut-être faire. Mais c'est très bien, et c'est pour ça qu'elle est sur ce plateau. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des positions. Je ne suis pas obligée d'être toujours d'accord avec ce que dit Pascal. Exactement. Je pense que c'est un état d'esprit. Moi, je veux insuffler un état d'esprit. Oui. C'est un état d'esprit de dire avant 30 ans, il n'y a plus de chômage. Mais ça veut tellement rien dire. Pourquoi 30 ans? Pourquoi pas 27? Pourquoi pas 35? Ça veut rien dire. De la même manière qu'il faut toujours des... Comment dire? De la même manière qu'on apprend à conduire à 18 ans, pourquoi pas 17, pourquoi pas 16, pourquoi pas 15 C'est 17. Eh bien, de la même manière, c'est un signal. Mais nous ne sommes pas d'accord.